Bien, merci d'être venus si nombreux donc pour cette petite présentation que je vais essayer de faire courte. Vous me connaissez, hein, bien sûr. Et où donc je vais présenter ceci, le résultat de quelques petits travaux, donc avec quelques petits éléments de présentation autour. Et puis ce que je souhaite, c'est bien sûr de la discussion, de l'échange sur ce thème-là. Le plan de ce avec quoi je vais vous ennuyer, ici, qui va être ceci, où je vais essayer, bien sûr, de faire le plus court possible pour arriver au point numéro 5 et surtout au point numéro 6. Quelques préalables, il en faut toujours. Et oui, ça ne nous rajeunit pas, hein, Étienne, Marius, et puis quelques autres. Bon, je ne parle pas des gamins, hein, naturellement, mais bon, voilà, enfin, je vous passe la signification des points de suspension. Pendant ces quelques temps, donc quelques luthiers avec lesquels j'ai collaboré, qui ont bien voulu collaborer avec moi, ou même sous la contrainte, n'est-ce pas, cher Marius? Et donc, ou avec eux, eh bien, bon, j'ai un petit peu essayé de faire quelques petites choses. Et puis, nous le savons bien tous qui sommes là, n'est-ce pas, chacun d'entre nous, on a eu envie de bricoler, de fabriquer, de faire des anges, d'adapter, etc. Enfin bon, voilà, je vous passe les détails là-dessus. Et puis, dans cette période-là, eh bien, il y a cette période un petit peu plus récente, là, où depuis quelque temps, j'ai passé quelques heures, quelques dizaines d'heures, centaines d'heures, oh, oui, quelques centaines d'heures, on ne compte pas, Roland, hein, voilà, sur le thème que je vais développer ici. Alors, la question de refaire la chabrette, comme j'ai indiqué, c'est d'abord de refaire l'intérieur de celle-ci. Alors, je n'ai pas eu beaucoup à me fatiguer parce que d'autres l'ont fait pour moi avant. Et Frédéric Chabalier m'a obligeamment donné ces plans, donc voilà, des plans de chabrette, hein, bien sûr, normaux, hein, un plan de chabrette. Voilà. Ceci est une future chabrette. Et bien, donc, c'est à partir de ces dimensions intérieures, bien sûr, que j'ai travaillé. Donc, je n'ai pas fait grand-chose, mais j'ai voulu, moi, m'intéresser à quelque chose qui m'interpellait depuis quelque temps, c'est le travail sur l'extérieur. Comment refaire l'extérieur de la chabrette? Pour moi, c'était ma question à moi, vu que la question de l'intérieur était résolue. Bon. Mais ça, cette question-là me préoccupait déjà. Alors, on a des sources, bien sûr, d'instruments existants. On a des sources anciennes qui ne sont pas forcément très utilisables parce que il y a des instruments qu'on connaît, n'est-ce pas, Élise Morange. Donc on a quelques instruments anciens auxquels on peut accéder, il y a des relevés qui ont été faits. On a aussi des sources actuelles, c'est-à-dire des instruments que l'on sait qui sont vraiment des copies d'anciens, sur lesquels on peut se baser pour observer l'extérieur, parce que ces instruments, on a vu l'instrument originel, on a vu la copie, on sait que la copie est totalement identique à l'original. Et donc, à partir de ces sources, eh bien, j'ai essayé tout d'abord de faire de la copie. Alors, de la copie, comme dirait Pauline, à partir de où, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on prend comme point de départ, qu'est-ce qu'on prend comme idée de départ pour faire de la copie, et comme dirait Pauline aussi, jusque où est-ce qu'on va en fait pour copier l'instrument. Donc c'est la question qui m'intéressait déjà depuis quelque temps, et c'est la question sur laquelle je me suis un petit peu penché. Les outils à ma disposition, donc ça a été ceux-ci, les plans j'ai déjà parlé, et bon, un peu de pied à coulisses, un peu de réglé, un peu de notion de métronomie que j'avais de quelque temps, pour arriver à l'aspect qui s'appelle la modélisation, avec un outil de modélisation. L'environnement que vous voyez donc en fond d'écran, c'est l'environnement du logiciel FreeCAD. C'est un logiciel libre, gratuit, avec lequel donc, on fait du dessin directement en 3D. Et puis, bien sûr, après avoir dessiné, modélisé, donc on fait imprimer. Et donc, je fais imprimer auprès d'un Fab Lab de Limoges, donc une association qui s'appelle L-Cube,
où donc j'amène mes petits fichiers, et donc ils me sortent des petits bouts de plastique. Que je réfléchis, que je n'ai pas pensé à prendre là, mais que je vous trouverai tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Mais arrivons, bien sûr, au moment tant attendu, fébrile, au résultat. À propos du résultat visuel, d'abord, donc l'aspect sur lequel j'ai travaillé, ça date de ce début de semaine. Donc l'individu qui est assis ici au premier rang, je lui ai montré donc, des modélisations que j'avais faites, où là vous reconnaissez bien sûr les éléments d'un petit bourdon. Donc la partie fixe en haut et la partie mobile, la coulisse en dessous. Et puis Marius, il me dit, bel truc que tu as fait, c'est franchement moche en fait, donc ce qui est là. Donc il parlait en fait de cette partie-là, puis de l'extrémité. Marius me dit, enfin, comment tu as dit déjà? Si. Il s'en défend ici, mais il a bien dit, en fait, il trouvait ça très moche, hein, quelque chose comme ça. Enfin, et donc il m'a proposé, donc à la place de cette forme-là, moi que j'avais faite d'après un de mes instruments. Bon, j'avais essayé de faire quelque chose, et puis il me dit, non, en fait, essaie de faire cette forme-là. Donc il m'a fait un petit croquis la veille, donc après quelques tournées de bière, et puis un petit peu de digestif après, hein, voilà, c'est ça. Et donc il m'a fait un croquis pour l'extrémité du gros bourdon, il m'a fait un croquis pour l'extrémité du petit bourdon. Donc en fait, ce qui m'intéresse là, il m'a fait ça le lendemain matin, donc j'ai repris mon petit ordinateur et mon petit logiciel, et je lui ai fait la forme. Il dit, t'as vu Marius, il regarde, donc il vient de se lever, il n'a pas bu le café encore. Ouais, ça va, c'est pas mal. Voilà. Donc, c'est ça qui m'intéresse aussi de présenter, donc, ce modeste travail que j'ai pu faire, c'est aussi de discuter, de voir ce que vous en pensez. Je passe assez rapidement sur certaines choses. J'ai parlé avec Marius, parce que ce que je voudrais vous montrer, c'est quand même le résultat suivant, le résultat auditif, bien sûr. C'est un peu ça qui importe, quand même, en quelque part. Montrer un petit peu de FreeCAD, donc c'est un logiciel de modélisation 3D. Si j'arrive à trouver un petit peu les commandes. Donc voilà la modélisation d'un boîtier. Bon voilà, c'est du dessin en 3D, donc c'est quelques petites dizaines d'heures pour apprendre à faire quelques petits bouts de machin. Et puis après, bon, c'est quelques autres dizaines d'heures pour se perfectionner un petit peu. Alors je suis très fort sur les formes de révolution, les cylindres, les cônes, les tores, là je suis hyper fort. Mais alors les parallélépipèdes, alors là, c'est encore un peu la galère. C'est vraiment pas facile. Mais bon, on apprend au fur et à mesure. La modélisation que vous avez vue tout à l'heure, donc des deux éléments du petit bourdon, la partie fixe, donc qui est en haut, la partie mobile qui est ici en dessous. Donc voilà l'intérêt bien sûr en fait de ces modélisations, c'est ça. Donc la modélisation ancienne et la modélisation proposée par Marius, donc on met ici à la place. Donc je veux dire tous les avantages bien sûr de ça, je ne vous fais pas l'article sur ces petites choses naturellement. Parce que c'est bien beau de faire l'extérieur, mais quand même l'intérieur, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça joue? Est-ce qu'on pourrait faire passer une chabrette en plastique imprimé 3D pour une chabrette tournée en bois? Vous allez m'aider à répondre à cette question. Je vous propose, je vous donne un indice, il est en dessous. Un de nos éminents représentants, qui n'est pas là ce week-end, et... Comment ça va tousser, toi? C'est bon. Et qui n'est pas là. C'est vraiment dommage. Il y a plein de personnes dont on regrette l'absence. Pas seulement ceux qui sont décédés, ceux qui sont encore vivants, bien sûr. Je lui ai envoyé un fichier, puis il m'a répondu ça. Je le relis. L'air au téléphone, on dirait une chabrette en là. Point d'interrogation. Effectivement, c'est bien une chabrette en là. Et je vais vous demander, chers amis, musiciens et autres, de vous tourner. De regarder Élise Morange, par exemple, là-bas. Tournez vos chaises. Miroir. Ah oui. Miroir. Miroir. Et donc je vous propose de vous concentrer sur ce que vous allez écouter, sur ce que vous allez entendre.
Et puis de vous demander, par rapport à ce que vous connaissez de votre chabrette habituelle, les chabrettes que vous connaissez par-ci par-là, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est vachement différent? Est-ce que ce que je vais vous faire entendre, est-ce que c'est une chabrette tournée en bois ou est-ce que c'est une chabrette imprimée 3D en plastique? Voilà, je vous invite à vous interroger là-dessus. Et puis, ben, après, ça sera le point numéro 6. Vous pouvez vous retourner. Donc ce dont j'ai joué, c'est de ça. Donc avec des bourdons qui sont des bourdons classiques, enfin tournés en matériaux habituels. Et pour le moment, donc, il n'y a que le hautbois. J'ai d'autres morceaux en quelque part dans le château, il faut simplement que je trouve l'endroit où je les ai mis. Où j'ai donc dans une boîte de conserve en plastique soigneusement rangée, donc d'autres petits morceaux que je ferai passer tout à l'heure. Donc là, il n'y a que le hautbois, donc qui a été modélisé de cette façon-là. Emmanché et réglé par Frédéric Chabalier. Pour l'intérieur, moi j'ai rien fait. J'ai commencé à travailler sur les formes extérieures, mais j'ai fait des choses qui ne sont pas encore très belles. Mais j'essaie de m'améliorer tant qu'il en est possible. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Et donc nous passons au point numéro 6. Ah, j'ai une question. Ah, ben ça m'étonnait. À quand la production en chaîne en Chine, un prix imbattable? Ben, si on parle d'impression de 3D, c'est pas sûr qu'en Chine ça soit moins cher parce que c'est vraiment de la petite série, voire enfin unité et très petite série ou petite série. Et que ça soit une imprimante 3D au fin fond de la Chine ou bien ici, en fait ça c'est fait la nuit. C'est-à-dire que donc on envoie les fichiers, et puis le soir en partant, technicien donc du Fab Lab qui aurait dû venir ici en fait ce qui était prévu, mais bon, entre toujours ce qui est prévu puis ce qui se réalise, c'est pas toujours les mêmes choses, en fait qui débute l'impression de 3D d'une pièce en fait au début de la conférence et qui sortent la pièce à la fin de la conférence. Parce que c'est très étonnant en fait, moi je suis en train d'apprendre, j'y connais encore vraiment très peu là-dessus. Donc c'est pas sûr que le prix diffère en fait. Mais par contre, c'est vrai que le prix par rapport à une fabrication classique, ce n'est pas le même, bien sûr. Mais j'aimerais que vous me parliez de ce que vous avez entendu. Est-ce que vous avez entendu une chabrette ou une cornemuse écossaise ou une gaïta ou une cornemuse landaise, que sais-je? Oh, les cornemuses landaises, j'en ai entendu. Hein. Oui, mais pas là. Non, pas là. Voilà, donc bon,
le délai de ces rencontres en fait, permettait aussi de présenter ça, donc c'est pour ça que j'ai souhaité le faire. En plus, nous aurons quelques traces visuelles de ceci. Et donc pour partager aussi, pour les gens qui n'étaient pas là, qui puissent profiter de ça, enfin les faire profiter de ça, si tant est qu'il y ait à profiter. Je ne sais pas, c'est à vous de me dire. Question. Oui. Quelle sera la différence de prix de matière entre cette matière-là et les bois? De fabrication, tu veux dire? Le prix du bois, quelle sera la différence? Ah, entre le bois et... Entre du fil bois et du fil plastique. Oui. On va dire 2 fois plus cher. Là, c'est le tarif pour imprimer ça à de l'ABS, donc du plastique de base. Non, mais je ne parle pas de la fabrication, je parle de la matière, du prix de la matière. Oui, du fil bois. Voilà. Parce que donc il y a plein de fils, c'est fait avec des bobines de fil, et il y a du fil plastique, donc c'est de l'ABS, donc coloré. Ça pour le moment, c'est vraiment en fait le bas de gamme, en fait l'entrée de gamme du plastique, c'est ça, mais du plastique chargé de différents matériaux, de différentes essences de bois, de différentes essences de métaux aussi. Et donc notre objectif, bien sûr, le prochain essai, c'est de voir ce que ça donne effectivement avec du fil bois. Mais on peut dire 2 fois plus cher, en fait. Plus cher que le bois? Non. Moins cher que le bois. Non, le fil bois est 2 fois plus cher que le plastique de base. Oui. Ah oui, Oui, et voilà, c'est ça. C'est par rapport à Pardon? Combien ça coûte la fabrication? 5 € de l'heure, avec ça. Et en fil bois, 10 €. Enfin, pour faire simple. Le prix d'un petit bourdon, c'est 12 €. Le prix d'un bois, c'est 25 €. Voilà, il n'y a pas l'enchage. Oui, c'est-à-dire que oui. Non, mais en charge-réglage, bon, il y a une partie démontage en fait, parce que le résultat direct de l'impression, c'est assez drôle, mais bien sûr, en fait, le temps de fabrication de l'anche et le temps de réglage, faut ajouter naturellement, bien sûr. Non, c'est juste le prix de la fabrication. Oui, c'est le prix de la fabrication. Mais effectivement, alors ce qu'on attend aussi un petit peu, c'est bien sûr d'avoir 2 fois le même. Là, pour le moment, on n'a qu'un seul au bois, 4e, ce que ça donnera. Mais on est assez confiant, en fait. Je ne savais pas du tout dans quelle aventure je m'embarquais, puis j'embarquais Frédéric Chabalier là-dessus. Mais bon, on va faire un vote. Qui, tout à l'heure, va procéder de façon négative. Qui n'a pas entendu une chabrette? Levez la main. Il y a toujours le chien. Moi, je voudrais juste faire une remarque. Ce qui aurait été assez intéressant et assez amusant, c'était que tu joues de 2 hautbois. Un hautbois tourné en bois tel qu'on les connaît, et ce hautbois-là, à l'aveugle, et de faire voter les gens sur un petit papier. À condition qu'il y ait la même hanche. Oui, il y a plein de paramètres. Non, j'ai entendu, ce que je veux dire, c'est pas une chabrette, j'ai entendu des choses que je n'entends pas sur une chabrette que j'ai l'habitude, sur ma chabrette que j'ai l'habitude. À savoir des espèces de claquements, je ne sais pas comment l'expliquer, au niveau des oreilles, et très peu de vibrés. Alors est-ce que ça vient de toi qui n'a pas fait de vibrer? Je ne sais pas. Je te l'avais déjà dit. Oui. Ils sont moins présents, je trouve, que sur un instrument en bois. Je peux partie de l'instrument. C'est du joueur. Oui, là c'est le joueur. Au niveau de la justesse, ton vibré, il te sert aussi quand même, il me semble. Ah ben non. Ah ben non. Ah ben non. Non, pour moi, enfin, les notes que j'essaie de faire, j'essaie vraiment. Pour moi, les notes sont justes et le vibré qui baisse toujours la note, toujours. C'est quelque chose qui vient en plus. Mais pour moi, enfin, dans mon idée, dans ce que j'essaie de faire et dans ce que j'ai, enfin pas imposé, il savait bien en fait au luthier avec lequel j'ai collaboré, c'est que effectivement ça fonctionne. Et bon, qu'il y a plein de choses, il y a un ensemble, etc. Il y a l'hanchage qui fait cet ensemble. Mais c'est que la note à vide soit juste. La note à vide, enfin pour moi, qu'elle soit juste. Non, mais voilà. Mais je peux jouer façon Jarreau, hein. Enfin, une pâle imitation de ce que vous pouvez faire Jarreau. C'est ça que je connais le mieux. Les vibratos que faisait André Pango aussi, qui faisait comme ça. Les vibratos que faisait Camille Gavinet, très très présent. Nous avons un spécialiste derrière nous de ça. Là, si tu veux du vibré, je peux t'en faire.
Mais je l'ai déjà dit, j'ai déjà Oui, écouté. oui. C'est l'impression que j'ai. À la première écoute, c'est ça. Je dis putain, il n'y a pas, c'est moins présent, c'est moins. Ben, Et attends, oui, non, si mais... je suis le seul à avoir entendu ça, c'est peut-être Oui, moi. non, mais quoi. Sylvain, il est un peu d'accord. On peut estimer qu'il manque quelque chose, mais c'est quelque chose, on peut le rajouter. Mais vous savez bien, mes chers amis, que mon idée n'est pas celle-là. Hein, voilà, mais je conçois tout à fait celle-là. Mais sur l'idée de la note qui sort, pour moi, elle doit être juste. Pour moi, elle est juste. C'est après que je la module éventuellement, mais je n'ai pas arrêté de faire des vibrés tout à l'heure. Elles sont toutes justes. Ah ben, enfin, je dis pas, là, elles sont toutes justes. Non, Mais- dans ta tête, elles sont toutes justes. Donc, Non, je dis pas que dans ma tête, tout ce qui sort là, c'est juste, mais mon idée, c'est que... non, c'est dans la conception. C'est que la note soit. Dans mon idée, c'est que la note soit juste. Voilà. C'est pas de me dire, je vais devoir faire un vibré pour rattraper quelque chose. Voilà. Dans l'idée. Tu vois. Là, je dis pas que tout ce qui sort de ça est juste. Est-ce que le fait de changer la matière première, puisque tu veux changer la façon de fabriquer, va changer quelque chose dans la sonorité de ton instrument? Ben là, c'est moi qui vous pose la question. Est-ce que tout à l'heure, ce que vous avez entendu, est-ce que vous pensiez que ce n'était pas une charrette? Moi, honnêtement, je pense que j'ai entendu une chabrette. Et après, ce que je dirais, c'est pour savoir si c'est une chabrette aussi en bas de musicien. C'est de la jouer, de savoir si j'ai la même impression quand je la joue que d'une chabrette en bois. Mais après, parce qu'il faut bien voir que dans toutes les différentes, entre les différentes chabrettes, donc il y a les luthiers, il y a les facteurs, il y a la manière dont l'instrument est réglé, la manière dont le musicien joue, ce qui fait qu'en fait il y a une grande variété quand même dans les sons de chabrette. Je dirais c'est un des sons, moi je le dirais c'est un des sons de chabrette, mais je le classerais dans la catégorie des sons de chabrette. Voilà. Mais après c'est vrai qu'il y a des sons pour lesquels il peut y avoir plus de rondeur, d'autres où il y en a moins, tu sais, ça dépend du claquant, enfin tu vois, rien que quand on mise les chabrettes qu'il y a ici, elles vont avoir des timbres différents. Moi je la, voilà, hier je serais dehors, je lui dis tiens, il y a quelqu'un qui joue la chabrette. Quoi. Alors après, est-ce que c'est la chabrette que je préfère ou pas en son, mais ça c'est autre chose. Déjà ma question, enfin, ce point, dans ce point-là, c'est... Le fait que, en fonction du matériau, on ait quand même un son de chabrette, ça ne m'étonne pas fondamentalement non plus. Je ne veux pas dire que le matériau ne joue pas, parce que peut-être qu'un autre matériau aura plus de rondeur de son. Voilà, mais c'est intéressant. Est-ce qu'il y a une différence dans les dimensions Pardon? entre le bois et... C'est les mêmes dimensions? Exactement. C'est le plan de Frédéric, c'est ce qu'il a appliqué sur les... C'est une chasse en bois, là. Moi, je ne change pas du tout en plastique, donc je ne suis pas du tout dans la même recherche esthétique. Oui, c'est vrai que l'enchage est possible. Et il y a... Voilà, et donc là, moi j'entends énormément d'harmoniques très aiguës. Mais bon, c'est personnel, après l'esthétique, voilà, chacun a son esthétique. La question n'est même pas de savoir si, à mon sens, si on reconnaît une chabrette ou pas. Heureusement qu'on reconnaît une chabrette. À mon avis, on reconnaît forcément une chabrette dans la mesure où c'est un pavillon rapporté avec un décrochement de perce. C'est-à-dire que, par exemple, si on joue une muchosa, on va reconnaître une chabrette tout de suite. Alors que c'est une muchosa. Immédiatement, c'est le même son. Quasiment le même. Alors, on fera le test en aveugle plus tard, et je vous jure que vous allez tous vous faire avoir. Pas du tout. Nous voulons bien. On est sur les mêmes perces, on est sur le même décrochement, même pavillon. Bon, enfin ça, voilà. Je vous donne mon avis, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. A priori, tu poses la question, c'est que tout le monde peut s'exprimer. Ah oui, bien sûr. Non, bien sûr. Voilà, donc après, qui c'est qui disait tout à l'heure, oui, ça aurait été bien de faire le test avec le même musicien, la même hanche, les mêmes bourdons, la même poche, et le hautbois identique en bois ou en impression 3D. Voilà. C'est tout. Il est évident que de toute façon, le matériau a une influence sur le son. Ça, c'est une certitude, puisqu'on le sait très bien, d'un bout de buis à un autre bout de buis, on aura un son différent. Légèrement différent, mais on aura une légère différence. Si le même hautbois, on le fait en ébène du Gabon, et, en grenadille ou en buis, il y aura 3 résultats très différents. Donc, de toute façon, forcément, le matériau, il est... de par sa constitution moléculaire et de par les tas de surface qu'on obtient à l'intérieur. Surtout les tas de surface. Pas que, non, c'est un tout.
Et forcément, on obtient un résultat différent, quoi. Voilà, après, ouais, c'est des questions de goût personnel, quoi, au niveau de l'esthétique. Non, l'esthétique, là, c'est plutôt balbutiant dans l'esthétique. Non, c'est sonore, l'esthétique sonore. Ah, l'esthétique sonore, pardon, oui. Sonore, on est sur le son. Ouais, oui. Mais pour faire la différence, il y a très peu de gens qui ont l'oreille tellement développée pour faire la différence. La question moi, je ne l'ai pas, personnellement. La question de faire ce qu'a fait Bernard Blanc l'an dernier, je crois, d'un test à l'aveugle effectivement encore plus élaboré, de mettre sur la même chabrette, éventuellement avec la même hanche, mais bon, là c'est difficile, ou avec le même type d'hanche au moins. Et c'était mon idée de départ, de jouer de 2 hautbois en bois et de mettre donc ce hautbois en plastique imprimé 3D et de faire entendre en fait les 3. Et je me suis rangé à certains conseils qui m'ont dit de simplement présenter ça, donc sans idée de comparatisme, on peut dire. Et donc de faire entendre, donc la question était, donc est-ce que vous avez entendu une chabrette ou pas, voilà. Donc, après, il y a une question au niveau du rapport entre le matériau et le résultat sonore qui est fondamental, quoi, au niveau de son matériau, quoi. Enfin, voilà. On sait très bien qu'un pavillon en os, par exemple, et un pavillon en bois, ils ne sonnent pas du tout avec la même chose. Donc, enfin, c'est pas le même résultat. Et là, évidemment, ce qui serait intéressant aussi, c'est développer, ce que j'ai compris que tu vas faire, c'est avec différents types de matériaux disponibles en impression 3D actuellement. Ce qu'on entend beaucoup, oui, c'est d'imprimer avec du fil bois, pour voir ce que ça va donner, effectivement. C'est pas forcé que ça soit immensément différent, mais c'est vrai qu'au niveau de l'esthétique, déjà, on aura autre chose, au niveau de la sensation, du toucher, etc. Je sais pas si on aura quelque chose de tellement différent. Je pense que des clarinettes en bois et des clarinettes en synthétique, il y en a qui sont faites. Pour autant que je sache, il y a même des instruments synthétiques qui sont chers aussi. Parce que je pense qu'il y a 2 choses aussi. Il y a le matériau qu'on utilise, et puis il y a le fait de faire une impression 3D, et on peut éventuellement tourner du matériau synthétique, et il sera tourné. Je pense que la surface ne sera pas la même aussi. Voilà, donc en fait, c'est pas que la question du matériau, je pense, qui peut intervenir sur le son. Bien évidemment, c'est le mode d'impression. Enfin, je sais pas, moi, j'y connais rien là-dessus. Je sais que j'avais entendu Philippe Bolton qui discutait de ça, sur l'impression des flûtes. Il dit, le problème, c'est que l'impression 3D, elle n'est pas aussi précise au niveau du rendu. Alors, voilà, ça joue pas. Je pense que... Voilà, c'est plus compétent que moi pour dire. Après, moi, je te dis, c'est le rendu d'oreille. Hein. Moi, oui, j'entends la chabrette, et je peux dire, oui, j'ai des instruments bois qui jouent peut-être pareil, mais il y a des instruments bois qui jouent différents. Voilà. Et puis, il faudrait voir ce que ça donne avec une hanche roseau aussi. Parce que finalement, oui, mais bon. Si, enfin, oui, bien sûr, oui, tout à fait. Mais... Parce qu'après, la question, c'est quoi? On veut sortir un instrument qui sera moins cher, prendre un instrument plus accessible, on veut, voilà, plus standardisé, enfin, je sais pas, voilà. Et après, oui, non, mais, voilà. Ou au contraire, ça peut être de dire, je vais utiliser des matériaux synthétiques qui, au final, vont avoir un instrument qui va être de meilleure qualité qu'avec du bois, parce que le bois, c'est... Voilà, je sais pas, tu vois, mais comme la question, ça a été du prix, moi aussi, c'est de dire... ça fait un instrument moins cher, ça peut être un instrument voilà, plus court à fabriquer, voilà. Mais, donc en fait, ça dépend un petit peu de l'objectif. Là, tu dis, bon, c'était le matériau le moins cher qui a sorti. Bon, moi, je trouve que le travail est intéressant et le rendu est intéressant. Après, peut-être que moi, j'aurais aimé plus de rondeur sur le son, mais je ne peux pas dire si c'est le matériau. Peut-être que en fait, c'est peut-être les chabrettes de Chabalier qui ont ce son-là, quoi, qui en a d'autres. Voilà, enfin, je sais pas. Peut-être qu'avec une hanche différente. Celle que tu as jouée tout à l'heure en là, c'est le même au bois que ça. Voilà. Mais bon, oui, c'est. Pauline Randonnex avait une question, je crois. Moi, c'est pour t'embêter, c'est une question d'éthique. Oui. D'éthique ou d'esthétique? Même deux. Quid du risque d'uniformisation du corpus de Chabrette, si elles sont toutes imprimées exactement de la même façon, etc. Et quid du monde attends, mais une question à la fois. Ah non, j'enchaîne et tu répondras, tu te débrouilles. C'est moi qui ai la parole. Et quid du monde des luthiers? Quid du monde des luthiers. Ah, ben le monde des luthiers, il faut poser la question du luthier. Pardon.
Pour la première question, la question de l'uniformisation, standardisation, c'est vraiment une vaste question, enfin, qu'on connaît bien. Par rapport à l'Europipe, la cornemuse du centre moderne, etc. Une standardisation, uniformisation a certes des inconvénients et elle a certes des avantages. Voilà. Moi, ce que j'attends dans la prochaine étape de ça, c'est d'avoir 2 hautbois identiques, hanchés par la même personne, etc. Et puis de voir l'apport qu'on peut avoir, les avantages de cette standardisation, uniformisation. C'est le rapport entre les avantages et les inconvénients. Bon, après, il faut juger, je sais pas. Peut-être que le résultat qui est obtenu là, peut-être qu'on peut pas le reproduire, j'en sais rien. J'aurais bien aimé montrer des choses comme ça, effectivement. Je sais pas si ça répond à la question trop partiellement. Mais bon, on avait déjà parlé avec Pauline de ça, mais je pense que, et puis souvent discuté avec Marius, puis je pense qu'on est un peu d'accord, ça a déjà été dit un petit peu tout à l'heure, c'est le musicien qui fait la musique. Donc je pense que cette chabrette, tu la passes, et puis j'ai bien entendu tout à l'heure, j'ai passé mes chabrettes à Étienne, dire on entend de rien du tout de ma façon de jouer sur ma chabrette quand c'est Étienne qui joue, mais rien du tout. Ça restera toujours la même chabrette alors. Tu reconnais même, quand Étienne joue de mes chabrettes, tu reconnais même pas ma chabrette. Ça réduit quand même la diversité par rapport à si c'était différentes. Oui, mais pour répondre, bon, pour conclure la réponse là-dessus, mais on peut continuer après, mais pour moi, une standardisation, uniformisation, on appelle ça comme on veut, a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Tu la reproches à l'Europipe? Je l'ai reproché à l'Europipe, mais je l'ai pris l'Europipe en exemple en disant que, je n'ai pas développé, mais tu sais très bien le nombre de gens qui actuellement qui jouent de l'Europipe, depuis l'Espagne, l'Italie, jusqu'en Belgique, en Allemagne, etc., en Angleterre, voilà. Et c'est des dizaines de personnes qui peuvent jouer ensemble sur un même instrument. Et qui n'est pas miscible avec d'autres, on a parlé avec Sylvain, c'est pas miscible avec une chabrette, on peut faire jouer une chabrette avec un Europipe ou l'inverse, j'en sais rien. Donc voilà pour la première question. Et quid de la deuxième et quid de... C'était le monde des luthiers. Ah, le monde des luthiers, pardon. Le modèle économique. Alors là, j'en sais rien. Moi, quand je me suis embarqué là-dedans, c'est parce que, enfin, j'y voyais un intérêt personnel, mais bon, l'intérêt de mon intérêt personnel, c'est de le faire partager. C'est là que je le vois qu'il est intéressant, mon intérêt personnel, sinon... j'en ai pas grand chose à faire, même de mon intérêt personnel. Donc il faut demander aux luthiers, mais si on compare encore avec l'Europipe, le nombre de cornemuses d'études, dites d'études qui ont été vendues, d'Europipe, ça a permis aux luthiers, après, dans un deuxième temps, de vendre des vrais instruments, qui sont exactement les mêmes que les premiers, mais plus décorés, donc plus onéreux, bien sûr, à la fabrication et donc à la vente. Donc, je ne sais pas ce qu'en pensent les 2 éminents luthiers qui sont là, mais pour moi, un nombre de personnes, si jamais il y a ne serait-ce que 10 personnes qui jouent sur des chabrettes en plastique, et si une seule de ces 10 personnes après commande une chabrette à un luthier, voilà, simplement, je ne sais pas si c'est bien, c'est pas bien. Il ne faut pas confondre ce travail-là avec un travail de luthier. Ça, c'est pas du tout le travail de luthier. C'est le travail de luthier, c'est le travail qu'a fait Frédéric derrière, c'est-à-dire le travail de avant, de réglage, bien sûr, mais surtout le travail d'analyse d'instruments anciens, le travail de compréhension de ces instruments anciens et d'établissement du plan. Voilà, la propriété intellectuelle, elle est d'abord avant tout là, quoi. Donc, tes 2 questions sont liées, toi. Oui, mais je veux dire, après, si on reprend le même plan, enfin, Frédéric a fait un plan, papa a fait une chabrette, si on refait 500 fois la même chabrette, bien sûr. On aura 500 fois la même. Bien sûr, certes, mais différemment, chez différemment, mais la différence sera beaucoup. Mais c'est pas le travail de luthier. C'est pas un travail de luthier, donc que devient le luthier? Le luthier, il est toujours là, si tu veux, pour faire l'analyse d'une part de ce qui existe, et pouvoir faire l'étude et développer des nouveaux instruments. Oui, mais je pense que... Et ça, c'est le travail que tu reconnaîtras que c'est un travail qui est beaucoup plus réduit par rapport à ce que toi, par exemple, tu fais dans ton atelier. Moi, je voudrais intervenir. Le problème, pour moi, il ne se pose pas en ces termes. Dans les flûtistes, à bec en particulier, commencent tous sur des flûtes Yamaha, des flûtes plastiques.
Et pour autant, le monde des luthiers n'a pas été touché par ça. Ça a permis une démocratisation de la flûte à bec. Alors je ne parle pas de la flûte à bec au collège, hein, je parle de la flûte à bec, on est d'accord, d'ailleurs ça n'existe plus. Mais il y a plein de gamins qui ont appris la flûte à bec, qui ont aimé l'instrument, parce qu'il avait un son tout à fait correct, c'est pas un son d'exception, mais un son tout à fait correct, et qui, à terme, ont progressé en musique et ont voulu s'acheter un instrument, alors je vais dire, entre guillemets, un vrai instrument, avec une matière plus noble, et ils se sont adressés à qui? Pas à l'impression 3D, ça n'existait pas à l'époque, mais ils se sont adressés à un luthier qui a tourné leur flûte, et ils en sont très contents. Voilà. Donc moi je trouve que le problème, il n'est pas au niveau, si ça peut démocratiser un instrument, par exemple la chabrette, et la remettre au goût du jour, moi je dis quelle chance c'est actuellement. Parce que là, il reste combien? Moi je ne suis pas d'ici, je ne connais pas bien le milieu chabrettaire, mais il reste combien de facteurs de chabrette? Comptez-vous. Non mais, la quantité de moi je vois ça de mon nord natal. La quantité de musiciens aussi. Ça, et la quantité de musiciens. Et si ça peut redémocratiser la chabrette, moi je trouve ça formidable. Mais bien sûr, enfin, il y a deux choses là-dedans, c'est-à-dire qu'effectivement, comme tu dis, c'est un moyen de pouvoir faire des instruments d'études, on va dire. Bon, alors déjà, les instruments d'études, on en fait déjà, mais on peut diminuer le coût encore. Attention, sur le rapport, il y aurait tout un débat à faire, et il y en aurait pour une après-midi entière, sur le rapport prix et pédagogie et accessibilité, et c'est pas du tout aussi simple qu'on peut croire. Mais voilà, ouais, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose que moi je vois en tant que luthier, et Marius il donnera son avis après, c'est qu'il y a possibilité en tant que luthier, avec ce système-là, et c'est pour ça que je m'y suis déjà intéressé aussi, de pouvoir faire des modèles, si tu veux, d'essais d'atelier sur le logiciel, et je lance l'impression, bing, et avec la même manche, tac, je teste en atelier, tout ça. C'est du test d'atelier, c'est un outil en fin de compte. C'est un outil de modélisation qui est intéressant parce que on gagne beaucoup de temps, beaucoup de matières premières, pas besoin de fabriquer des outils pour percer, etc., des alésoirs spécifiques. Et ça permet de dégrossir comme ça, tu vois, certaines problématiques et tout. Ça, c'est très intéressant. Voilà. Dans un atelier, pour moi, personnellement. Peut-être Marius, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est peut-être pas du tout ta façon de travailler. Mais en tout cas, moi, je vois ici une possibilité. Mais pas du tout. Non, moi non plus, je n'ai pas l'outil pour l'instant. Mais je veux dire, je vois là une possibilité qui est intéressante. Oui, oui. Non, ce que je veux dire, moi, je ne fais pas de hautbois en cherchant un hautbois qui sont milieu. J'ai une copie identique d'un instrument ancien. Bien sûr. Et après, c'est au facteur d'anche de se détruire et de faire sonner. Ça aussi, c'est moi. Mais bon. Alors, c'est pas tout à fait le même débat. Ça voudrait dire que. Et ça, il te le sera combien? Un outil pour diversifier de quelques euros. Quelques euros, on peut dire. Ah ça, c'est... Oui, non, c'est pas ça. Bien sûr, c'est un outil pour... C'est pour ça que la standardisation, c'est plutôt... À mon avis, la standardisation, c'est le musicien qui choisit de choisir des instruments standardisés ou pas. Ceci, c'est les 2/3 d'une coulisse de Gambordon. Après, moi, je dois dire, par exemple, dans les jeux, pareil, moi, j'ai des flûtes en c'est creux. Et puis, j'ai acheté une flûte. Les parois font 1 mm. J'ai pensé acheter dans un matériau, puis en essayant finalement d'acheter dans un Dedans, c'est creux. Enfin, c'est une nid d'abeille. Mais ça peut être plein. Après, chacun a son ressenti. Et comment qui par rapport au bois? Ah, on ne sait pas. Encore. Oui, je voudrais... il faut toujours un petit temps de réflexion. Rebondir sur ce qu'a dit Gaëtan tout à l'heure, pour que ce n'était pas un travail de lutherie. Je me prétendrai pas luthier, et je pense jamais, mais moi je pense que ça attends, je t'interromps. Oui. En fait,
le titre luthier, officiellement, est réservé aux facteurs d'instruments à cordes. Là, on n'est pas un luthier, on est fabricant d'instruments à vent. D'accord. Tourneur, fabricant d'instruments. Bon. Facteur. Oui, Gaëtan, quand tu disais que tu ne considérais pas ce comme un travail de lutherie, je ne suis pas du tout luthier et je pense que je ne prétendais jamais l'être, mais pour moi c'est la question du résultat. C'est au résultat qu'on juge. Si auditivement, apparemment, majoritairement, vous avez entendu une chabrette, et je n'ai pas incité du tout dans ce sens-là. Non, mais attends, juste, tu dis, vous avez entendu une chabrette, on est à une rencontre de chabrettes, franchement, ma réaction elle était un peu là, quoi. Je termine. Parce que pour moi, la question de la lutherie, c'est la question d'arriver à un résultat. Et bon, voilà, je n'ai fait que reprendre des dimensions intérieures, hein, dire, voilà, c'est... Grand merci effectivement à ceux qui ont cherché et qui ont trouvé pour ça. Pour les enchages, réglages, pareil. Hein. Donc moi j'ai simplement modestement travaillé donc avec un outil, donc effectivement c'est jamais qu'un outil, mais à mon sens si cet outil permet de produire quelque chose qui est musical, bon, je ne sais pas si on peut le qualifier de travail de lutherie ou de tourneur, facteur d'instruments, comme dirait notre ami Claude Girard, qui n'est pas là non plus. Je ne sais pas du tout, mais pour moi, c'est par rapport au résultat. Oui, mais je ne parlais pas de la globalité. Quand je parle quand je dis que c'est pas un travail de lutherie, qu'on s'entende bien, je parle de la partie modélisation, impression 3D. Mais le résultat que tu as, ce n'est pas que modélisation, impression 3D. C'est toute l'étude qui a été faite avant par Frédéric, c'est tous les plans et c'est tout le hanchage. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est là où il ne faut pas mélanger, c'est-à-dire que c'est qu'une partie. Là, ce qui est déjà énorme, mais c'est une partie. Non, mais bien sûr. Voilà. Mais sans Frédéric, et le résultat, c'est l'ensemble de tout ça. Oui, bien sûr. Mais si on considère à ce moment-là l'ensemble de ce résultat, pour moi, si apparemment vous avez entendu une chabrette, pour moi c'est le résultat d'un ensemble de travail de lutherie. Avec effectivement tous les travaux préalables que tu as bien dit, les travaux de fabrication et les travaux d'enchage, réglage, effectivement, donc c'est tout cet ensemble-là. Je ne me veux pas m'immiscer dans votre aimable corporation, mais pour moi, à l'audition du résultat auditif, en l'occurrence, moi j'entends le résultat d'un ensemble de travail de lutherie ou de tourneur, facteur d'instruments, appelez ça comme vous voulez. Petite question, vous avez touché le boîtier, il est super léger. Comment on a essayé avec les boîtiers est-ce que ça change le son en fait du coup? Parce que là du coup c'était dans ton boîtier, c'est un boîtier bois en fait. Oui. Tu vois, si tu mets un boîtier aussi léger que celui-là, est-ce que le son va... Parce que forcément ça va pas vibrer du tout pareil. Je me suis toujours interrogé, j'ai discuté avec pas mal de luthiers, Marius en avait un petit peu parlé, je mets par la Gaëtan de ça. Mais ça fait partie de mes interrogations depuis le début, on a peut-être parlé, Sylvain aussi, c'est la question de la vibration mécanique. Est-ce qu'il y a une vibration mécanique, donc du matériau, et s'il y a, à quel pourcentage, à quel taux, en fait, elle intervient, bon, à peu près en gros en moyenne. Et le fait, effectivement, du commentaire qu'a pu faire Gaëtan, est-ce que ce serait par rapport à cet aspect mécanique, en fait, du matériau, puisque, a priori, donc, vous avez le boîtier, là. Oui. Donc, le principe de ça, des paramétrages qui ont été mis, donc, sont les paramétrages, en fait, par défaut. Ça, c'est une deuxième série d'impressions, en fait. Le haut, en fait, il est relativement pire. Donc ça commence à être relativement correct. On ne sait pas encore en fait les traitements de surface qui peuvent être faits. En fait, on a un petit peu des idées. En fait, les gens qui impriment, en fait, ils ont aussi, mais ils n'ont jamais fait de trucs pareils. Donc, bon, ça les intéresse bien. Et donc, pour ce qui est de la fabrication, les parois pleines font 1 mm 2 et à l'intérieur, c'est du nid d'abeille. Donc, à l'intérieur, c'est rempli à 80% et c'est rempli à 100% sur 1 mm 2. Ah ouais, c'est creux. C'est creux à l'intérieur. C'est pas complètement creux. Non. Non, c'est du nid d'abeille. Il y a du nid d'abeille, mais dans le nid d'abeille, il y a beaucoup plus de nids que... Ce qui risque de se produire avec ce boîtier, c'est des problèmes d'interférence et de parasité.
Mais faut essayer. C'est ça, parce que voir sur le chabrette entièrement placé. Oui, non mais... Effectivement, déjà là, c'est que le hautbois. Bon, le hautbois est quand même la partie principale, donc ce sont des bourdons... c'est pas que le hautbois. Oui. Mais, non, je vous dis, je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais, mais bon, est-ce que vous entendez Faut voir. Non, peut-être pas. Voilà, on va faire des choses mixtes. Je ne vais pas faire avec un éminent professeur d'université la même chose que je fais à mes étudiants, d'attendre qu'il ait fini de parler pour intervenir. Ce que vous entendez, c'est vraiment le premier hautbois. Il est fait en deux parties. En fait, les deux parties sont montées ensemble. La première modélisation que j'avais fait un hautbois en 6 ou 7 parties. Et en fait, il s'est avéré, donc en fait, le montage est là. Je ne vous le démonte pas parce que... Hein, mais les deux parties donc, ici sont distinctes. Pardon, c'est le premier résultat, en fait. Donc, je ne sais pas si après ça sera mieux ou si ça sera pire. Si on en fait un deuxième, est-ce qu'il sonnera exactement pareil, hein, dire avec la même manche. Mais, alors, c'est du tout début de fabrication, effectivement. Il y a toute la partie étude avant, etc. Et donc, l'aboutissement... Endors-toi. Est-ce que tu as fait des retouches et quel type de retouches as-tu fait après la fabrication? C'est tel que ça sonne à l'impression. Enfin, il y a du nettoyage à faire à l'intérieur, parce qu'il y a plein de bruit à l'intérieur, comme on dit en occitan limousin. C'est étonnant, parce qu'il y a un échafaudage à l'extérieur, et si besoin, il y a de l'échafaudage à l'intérieur. Mais de l'échafaudage qui s'enlève avec l'ongle, en fait. Ça se casse, et ça se rompt, en fait, à la base. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune bavure. Aucune. Donc tu démontes tout ça en fait à la main. Quoi. Oui, donc en fait il n'y a pas de réalisage de la Non. En fait, Frédéric a passé la lésoir, mais pour enlever les bourris de montage en fait, quoi. Les échafaudages de montage à l'intérieur. Il n'y a aucune retouche. C'est vrai que ça change beaucoup parce que ça, en fait c'est très léger, quelque chose qui est très léger, donc c'est différent de ce qu'on connaît habituellement. Que, bon, ceci dit, les imprimantes 3D apparemment peuvent imprimer en fait, directement avec du fil d'étain, même sans avoir un alliage, un assemblage plastique étain. Parce que les températures de fusion en fait sont pas très différentes. Mais en mix, en composite, ou tout en étain, parce que moi j'avais regardé, je sais qu'ils peuvent avec de l'étain, mais je sais pas, en composite aussi, c'est-à-dire en assemblage. Je pense. Donc c'est vrai que l'étain alourdirait effectivement, mais ça va faire quelque chose qui est 4 fois plus léger effectivement qu'un instrument habituel. Même un instrument d'étude sans bac d'étain, sans corne, etc. Ça sera, oui, beaucoup plus léger effectivement. Bon, ceci dit, enfin beaucoup plus, je dis 4 fois. Enfin non, par rapport à du bois, bon. La poche toujours en peau ou on passe au Gore-Tex? Ah ben si, Gore-Tex, ouais, bien sûr. Mais c'est notre problème, enfin un de nos problèmes actuels, c'est plutôt la poche, oui. Mais bien oui, Gore-Tex, bah, ça fait combien de 3 fois moins cher du Gore-Tex? 2-3 fois moins cher. Que le cuir. Que le cuir. Ouais. Au moins 2 fois. Mais bon, si on prend le Gore-Tex, il faut l'habiller. Parce que sinon, ça déchire. Oui. On met du cuir par-dessus. Et en plus, ça existe en Galice. Mais enfin, vous me rassurez un petit peu si vous avez entendu une charrette. C'est pas ni du violon. Oui. Est-ce que Frédéric a remis ses piges et refait ses mesures par rapport à ce hautbois pour vérifier quel contrôle vous avez fait métrologique entre le résultat et le plan de départ? Le jaugeage. Parce que c'est très important en fait ce contrôle. Les jaugeages intérieurs. C'est les jaugeages intérieurs. Tu remesures entièrement l'instrument pour savoir si ça correspond à ton attente au niveau de la fabrication. Quand on fabrique. Il est parti d'un plan, il a sorti ça, il est content, fini l'histoire. Ah, je me pose la question, oui. Non, mais tu dis que c'est important. Non, ce n'est pas. Si toi, tu veux le faire, ben vas-y. Il n'a pas eu l'idée, alors. Ah non, on n'a même pas eu l'idée de faire un contrôle post-fabrication. Ah non. Non, il a fait le montage, il a passé la lésoir, mais pas pour réaliser. Tout à l'heure, tu parlais de répétabilité. Oui. Ça fait partie de ce travail. Ah oui, mais pour nous, la répétabilité, ça sera d'en faire plusieurs autres, et puis de passer l'anche sur les autres, et d'essayer de refaire la même anche, et de voir si ça sonne pareil. Nous, la répétabilité, elle sera là. À la limite, mesurer, bon.
Non, mais Oui, oui, oui. on n'a pas la même sensibilité. Moi, je suis technicien à la base, donc. Ben, moi, je fais pas comme ça. je l'ai dans une vie antérieure. Dans une vie antérieure, je l'ai fait aussi, Gaëtan. Ah non, jamais. J'avais une question par rapport à Frédéric. En fait, il a fait l'enchage, mais est-ce que pour lui, régler et hancher ce hautbois, ça a été pareil, plus facile, plus compliqué, différent par rapport à un hautbois que lui fait en bois? Je vais vous raconter une petite histoire. Donc je vais voir Frédéric et puis donc je trépignais un petit peu, il me dit tu veux essayer? Je dis oui, je vais essayer quand même. Donc on a monté les deux parties, elles étaient même pas... Il a mis de la cire de Babybel ici pour l'étanchéité après en fait. Mais là on a monté ça, crumph comme ça. Il dit je vais chercher une enchant là, il part, il revient avec une enchant là, il monte l'enchant là, donc là il mesure, pardon Gaëtan effectivement, il a effectué une mesure, c'était la longueur de l'anche par rapport au trou, enfin ses mesures à lui, voilà. Il dit c'est un peu long, il a recoupé un peu le canon, il a monté, il dit ça va essayer, j'ai essayé, et bon, je vous demande de me croire, hein, vous n'êtes pas obligés, j'ai sorti mon petit téléphone et puis mon petit sonomètre, j'ai allumé, j'ai fait la fondamentale, la 440. J'ai fait l'octave, donc nous jouons comme ça, tout ouvert, là, 440. Je dis après on va regarder un peu entre les deux ce qu'il peut y avoir. Mais bon, je vous jure que c'est parti comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est cette petite histoire. Bon là-dessus, donc il faut effectivement voir, si ça se trouve, on est mal tombé en fait, en réalisant ça, c'est peut-être une erreur de nature. Non, mais il faut voir si, effectivement, il faut qu'on ait un deuxième, un troisième, enfin qu'on ait une petite mini-série, effectivement. Mais nous, non. Enfin, Comment c'est stable dans le temps? Oui, non, mais effectivement... Est-ce que les fournisseurs de matériaux, ils donnent leur taux de modification en pourcentage dans le temps? Ça, tout à fait, oui, bien sûr. Oui, mais bon... Température, temps... Ouais, mais bon, on sait bien que c'est quand même, par rapport au bois, nettement plus inerte que le bois. Ouais. Et donc... Voilà. T'as pas mis de clé là sur celui-là? Il y a une clé factice ici pour masquer un peu le trou, mais les trous ils sont, mais Frédéric m'a dit ils sont pas en face, donc machin, il faut que je fasse une autre clé. Bon, je dis t'embête pas, pour les rencontres de Ligour, ça ira bien comme ça. Donc il y a la clé qui masque un peu le trou, donc qui baisse un peu en fait la note du trou. Mais donc c'est prévu. J'ai même modélisé un système sans clé. Est-ce que tu as essayé la même manche sur le pied d'origine? C'était une anche en lin en fait. Frédéric il a pris une anche qui était pour lui une anche de bois en lin. Tu n'as pas réussi la même? C'était une anche qu'il avait déjà sur un hautbois en lin, donc c'est d'origine. Voilà. C'est une anche en lin. Il n'y a pas d'origine, ça c'est son modèle en fait. Oui. Ça c'est pas une copie d'un ancien, ça a été transposé et tout ça. Bon, vous voulez l'entendre de nouveau? Dans l'impression 3D, on est précis au millimètre, au nanomètre, Il n'y a pas de garantie vraiment, parce qu'en fait, vous avez pu voir notamment dans le boîtier, là, l'imprimante elle a bugué un moment, et en fait il y a le même bug en fait, devant que derrière. Donc on ne sait pas là s'il y a eu des bugs ou pas en fait. Vous la vérification de mesure après que ça. Ouais, mais c'est vrai que oui, mais en fait, oui, mais c'est une bonne question parce qu'on ne s'est même pas embêté avec ça, quoi. C'est-à-dire que on a mis une anche. La seule chose qu'on ait mesuré, c'est le diapason, quoi. C'est le diapason de la fondamentale et de l'octave. Voilà. Et on se rend compte que l'état de surface intérieur, il n'a pas d'incidence. Parce qu'on se retrouve avec l'état de surface extérieur, c'est le même qu'on a à l'intérieur. On n'est pas obligé d'être d'habitude dans le. Si, il y a une incidence énorme. Regarde. Mais j'ai vu. Là, l'état de surface que tu as, c'est strié à l'intérieur. Pardon? J'ai vu. Mais si c'était lisse, c'est hyper strié quoi, l'intérieur. C'est un peu, là c'est un peu pareil. C'est pareil. Si c'était lisse, ça marcherait pas. C'est vrai? Bien sûr. Oui. Et du coup, sur un chapeau, c'est lisse. Non, justement, c'est pas lisse, parce que comme si tu Pardon. vois, et qu'on a des alésoirs, Oui, oui. Ouais. t'as un état de surface qui n'est pas comme ça. C'est pas évident. Mais non, sinon ça marcherait pas. Elles sont dégueulasses. Non, c'est mieux que ça soit comme ça. C'est mieux que ça soit pas lisse. Ouais, d'accord. Je crois que c'était lisse. Mais c'est... Parce qu'il y a des Non, tu peux pas.